devant un danger potentiel comme la drogue, il faut avoir une approche de gestion de l'usage, de gestion des conséquences, être pragmatique, et non plus penser à une société sans drogue, qui est probablement un beau rêve, mais totalement irréaliste, et peut-être aussi pas si sympathique que ça. Telle est donc la réalité que nous avons captée sur les trottoirs de l'ouverture, parfois plus loin que la fiction a emboîté le pas de ces hommes, de ces femmes, itinérants, toxicomanes, séropositifs, sidéens. Miroir de notre impuissance individuelle et collective à répondre à cette question, que devons-nous faire? Et c'est ainsi que dans leurs mots à eux, dans les mots de ceux qui les accompagnent, une perspective de réponse qui a osé ici traverser la rue à la rencontre de leur solitude. On en est venu à reconnaître que l'usage des drogues, autant les légales comme les illégales, c'est quelque chose qui existe depuis toujours puis qui est là pour rester. Fait qu'en conséquence, dans ce contexte-là, c'est beaucoup plus simple d'essayer de minimiser les risques et les dégâts associés à l'usage que de vouloir éliminer l'usage. Alors, grosso modo, la réduction des méfaits, c'est de s'attacher à travailler à gérer l'usage et ses conséquences plutôt que de vouloir l'éliminer de la société. Ce dont on s'est aperçu que c'est impossible à travers les nombreuses années là, avec la prohibition et tout. L'autre point de départ, je dirais, c'est qu'on s'aperçoit de plus en plus, tout le monde peut en témoigner probablement, que l'usage des drogues, c'est pas juste négatif, il y a des bénéfices associés à ça. Il y a des conséquences positives. Alors, au lieu de s'attaquer à éliminer l'usage, on s'attaque aux conséquences négatives de l'usage. Donc, c'est ça un peu la définition de base, les conséquences négatives pour soi et pour l'entourage. Il faut dire qu'il n'y a rien vraiment de nouveau. C'est pas tombé du ciel, la réduction des méfaits. C'est quelque chose qui était déjà là. Les gens se questionnaient sur les approches, par exemple. La répression, est-ce que c'est une bonne façon de gérer l'usage des drogues? Il semble que non. Ça n'a pas produit les résultats escomptés. Qu'on pense au Just Say No des années 80. D'autre part, l'abstinence comme seule façon de se sortir d'un problème de drogue non plus. C'est pas que ça marche pas tout le temps, mais c'est sûrement pas la seule façon de faire face au problème. Alors, tout ça était déjà dans l'air chez les intervenants en toxicomanie. Sauf que le sida est arrivé au début des années 80, surtout en Europe, et là, ça l'a rendu la situation urgente. Il faut arrêter de courir après les toxicomanes ou de les forcer en désintox, alors qu'ils continuent de toute façon à se droguer, ils se cachent, ils sont dans des conditions dangereuses, avec des produits dangereux. Alors, soyons réalistes et essayons plutôt de faire en sorte qu'ils se fassent moins de tort à eux-mêmes, et dans le cas du sida, tout le monde comprendra, moins de tort à la société.
puisque la propagation du sida via les toxicomanes implique que les straight hétérosexuels vont être touchés. Et là, ça a fait peur à la plupart des départements de santé publique des pays occidentaux. On veut se donner bonne conscience comme société en disant, là, on prend soin, entre guillemets, des personnes qui s'injectent, on met des personnes en place, des services, tout ça. Mais avant qu'il y ait l'avènement du sida, il y avait ni mine pour ces gens-là. Les personnes qui s'injectaient, ils crevaient en dessous des viaducs, dans le fond de le garde-robe, dans des salles, des chambres d'hôtel minables. Puis il n'y a jamais personne qui s'est préoccupé de savoir c'était quoi la réalité de ces gens-là. Là, le sida arrive, là, on veut les aider, c'est important. Même les personnes toxicomanes, au début, quand je suis arrivée sur la rue, ils me disaient, on sait bien, là, les straight ont peur à leurs couilles. Puis là, ils envoient du monde pour travailler avec nous autres. Mais tu peux pas dire à ces gens-là qui ont tort parce que c'est vrai. Les programmes, les projets qui ont été mis en place dans ces années-là, c'est parce qu'il y avait l'avènement du sida. Sinon, possiblement qu'il n'y aurait rien, absolument rien eu. T'sais? Fait que je pense que comme société, on est un petit peu hypocrite. Donc, on ne parlait pas de tous les autres méfaits que les personnes toxicomanes pouvaient vivre. Que ce soit la solitude, l'isolement, la stigmatisation, l'absence de loyer décent, l'absence de réseau social, le fait que ces personnes-là n'avaient plus personne qui croyait en eux. Tout ça, on n'en parlait pas. Je pense qu'il faudrait sensibiliser les gens à ça, parce que quand quelque chose est mystifié, ça devient dangereux. Effectivement, ça devient dangereux. Et tel est le problème de la toxicomanie actuellement au Canada. On reconnaît que du plaisir à boire de la bière, si on ne questionne pas ça, c'est légal. On reconnaît que ça peut être un besoin de prendre des Valium, parce que tu as besoin de dormir, puis que tu as une job importante, je sais pas où, en tout cas dans une société privée ou peu importe. Ça, c'est correct. Puis, moi, je pense que les personnes toxicomanes, que certaines personnes toxicomanes, les produits qu'ils consomment, c'est une forme d'automédication, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas se leurrer. Ils sont rares les gens qui n'ont jamais consommé de drogue illicite. T'sais? Et là, pourquoi les gens le font dans les premiers temps? Souvent, la curiosité. C'est sûr que si c'est défendu, c'est attirant. Ça, on ne peut pas se leurrer là-dessus. Le sentiment d'appartenance avec des chums, eux autres consomment, je vais consommer. Il y a tout ça qui fait partie du processus. Puis effectivement, il y a du plaisir à consommer des drogues illégales. Il y a du plaisir à s'injecter. Moi, je cherchais un certain plaisir, un certain fun dans la cocaïne. En prenant la cocaïne, pour moi, c'était le fun. Et puis, des parties. Bon, peut-être que c'était une façon, un moyen à moi de m'amuser, de triper. Puis, moi, je trouvais qu'il y avait pas, que c'était pas grave. Il n'y avait rien là. Pourquoi pas? Si ça fait, si ça me fait du bien, si je trouve ça le fun, intéressant, bon, pourquoi pas? Consommer, c'était le fun. C'était le fun au début. C'était très le fun au début. Mais j'attendais à minuit, 1h du matin, puis là, je sortais, puis je tripais sur la ville, c'est toutes les lumières, puis les édifices, puis monter sa montagne pour la vue, puis des affaires comme ça. Mais j'ai devenu addict à quelque chose comme je l'ai jamais été. Ça m'apprenait, ça me rangeait, ça me mangeait en dedans quand j'en avais pas. J'ai pas atteint mon fond. Si je me retrouve avec 300 pièces dans mes mains aujourd'hui, là, c'est garanti que je vais aller consommer. Par exemple, le fait que les produits soient à prix prohibitif, c'est le cas de le dire, là, fait en sorte que les gens sont obligés d'avoir des comportements délictueux, violents, enfin, toutes sortes de trucs, prostitution, fraude, vivre dans des ghettos, passer la majorité de leur existence active à s'approvisionner en drogue.
Quand j'étais plus jeune, on m'appelait Junior. J'avais 15-16 ans, je faisais des hold-up. Fait que les dieux m'appelaient Junior, disaient t'es un tough, tu vas être correct, tu vas être dans le gang. J'avais l'impression d'avoir du pouvoir. Ah ouais, c'est eux autres qui m'ont. Je veux dire, si je touchais pas à la drogue, ben là, si tu fais ici, l'école. Fait que quand tu es dans la rue, tu te tiens avec les autres, il faut que tu aies un soutien à quelque part aussi. Tu n'as pas de famille, c'est ta famille. Fait que c'est toutes des. La plupart, il y en a des dangereux là-dedans, des manipulateurs, puis ils t'emmènent dans des situations, whatever, tu sais. J'ai tombé dans des situations, des fois, assez. Avec un morceau sur le bord de la tête, tu sais. J'ai eu peur, j'ai eu chaud, tu sais. Voilà, j'ai resté à East LA, à Los Angeles. Même là, je me tenais avec des Chicanos. Ils m'emmenaient dans des plages, je savais même pas qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on allait faire. Ils disaient rien. Les cours rendus là, bon, on est en train de faire une plage. Quoi? Tu sais. Je savais même pas. Okay. Un coup parti, ben là, ils donnent ta coque, c'est beau. Bon, on va aller se geler, tu sais. Là, tu vas geler avec le temps, tu comprends, je veux dire? Fait que tu te tiens ensemble. Peu importe où ce que tu es. Les gars de la rue, les gens de la rue, c'est l'ensemble, les filles, les gars, tout ça. Les prostituées, les voleurs, whatever, on se tient tous ensemble. Tu sais. C'est vraiment un manque affectif, peut-être. La seringue, c'est ça. Le rituel, la seringue, la cuillère. Aller chercher l'argent, aller chercher la dope, aller chercher tes seringues, trouver la place, une ruelle, whatever, tu sais. Mélanger, surveiller alentour, faire ton hit, serrer ta seringue vite, vite, vite avant que ça roche, tu sais. Pas l'acheter, moi, je jette jamais les seringues à terre, tu sais, pour les enfants, etc., tu comprends. Fait que je suis toujours dans ma petite poche, tu sais, puis... Après ça, on marche en rue, c'est un gros high, tu sais. Les cochons sont en arrière, sont en avant, ou sont les cochons sont sur des toits, tu sais, des paranoïes. Ça a longtemps. Il vient un temps que tu paranoïes automatique. Tout le monde paranoïe sur la côte. Tous les jours, tu te lèves, ben aujourd'hui, ben là, il faut que je trouve du cash. Alors, après que tu aies trouvé le cash, tu as la récompense, la seringue, etc. Le rituel, c'est le trip. Le gros trip, aussi, c'est de voir là sans sortir de ta seringue. Rentrer dans ta seringue, je veux dire, sortir de ta veine. Juste voir ça, déjà, t'as le rush, automatique. Quand tu vas, ça y est, je l'ai, tu sais, tu pousses, c'est fait, bang, tu serres ta seringue, tu te pousses. C'est là que ça part. Là, le négatif rentre. C'est plus joie du tout. Là, ça devient un cauchemar. Je m'assois dans ma chambre en haut et puis je suis collé dans ma berceuse, puis tout ce que je fais, c'est d'entendre qui monte les escaliers, est-ce qu'il vient à ma chambre, quand est-ce qu'il va descendre, quand est-ce qu'il va descendre pour que je fasse une autre ligne, tu sais, puis pour pas qu'il m'entende, puis c'est des folies, des vraies folies. C'est même des fois me trouver couché à terre, l'autre côté de mon lit, que si quelqu'un ouvre la porte, il ne me verrait pas. Non, moi, j'ai défini ça d'une bonne façon. Il y a un Indien, une fois, qui me parlait d'un Mohawk, tu sais. Il dit, I don't need any girlfriend, tu sais. J'ai pas besoin d'amis, j'ai pas besoin de blonde. Ah, j'en ai une, elle s'appelle Blanche-Neige. Blanche-Neige, elle vient quand je veux. Quand je vais avoir un orgasme, je fais appel. Point final. Je veux pas l'avoir, elle vient pas, elle m'achale pas, il y a pas de... Je suis pas soumis à elle, voilà, tu sais, je veux dire, quand tu commences, voilà. C'est la façon qu'il expliquait ça, c'est vrai. Blanche-Neige, c'est la meilleure blonde que tu peux pas avoir. Elle s'astine pas avec toi, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de... Tu comprends? Il n'y a pas d'acquisition, il n'y a pas de... Il n'y a pas de jalousie. Ouais, tu sais. Mais la seule chose, c'est que tu connais pas les conséquences à long terme. C'est ça le danger. Aujourd'hui, je les connais, tu sais. Blanche-Neige, j'ai même fait la trêve avec elle. Parce que... Comment je dirais ça? Quand j'ai voulu arrêter, je sais pas si ça peut aller dans le show. Ouais. Quand j'ai voulu arrêter d'en faire,
La meilleure façon, avant, je l'ai arrêté, je disais, toi, je vais t'arrêter. Tu me détruis, whatever, je veux arrêter ça, puis je vais t'arrêter ça, puis je suis capable. Plus que je disais, je l'ai arrêté, plus qu'elle m'embarquait. En fin de compte, elle est bien plus forte que moi, tu comprends, le goût d'en faire. Fait qu'au lieu de faire la guerre, j'ai dit, bon, ben tant mieux, on fait la paix. T'as gagné. J'ai perdu, ça y est. Pour une fois, je perds un combat. J'ai perdu un challenge, puis tu m'as eu, ben tant mieux. Là, on passe à autre chose. Toi, tu t'arranges, tu vas en voir d'autres, whatever, puis moi, je m'arrange autrement, tu sais. Merci, j'ai eu une bonne expérience, tu sais. Tu m'as défaite, tu sais, c'est bien beau, j'ai eu assez, merci, salut. Tu sais. C'est le seul moyen que je peux voir dans ma tête pour pouvoir la faire disparaître. Tous ceux que je connais qui font de la coke, si tu leur donnes un bon joint de pote, puis ils s'en vont pour aller travailler pour faire un hit, trouver de l'argent, faire un vol, n'importe quoi sur une puff, quand on fume un bon joint, je pense même pas à ça. On n'a même pas le goût, on n'a pas le cœur d'y aller, tu comprends-tu? Il n'y a plus de... Pourquoi j'irais là, pourquoi j'irais voler, pourquoi, tu sais, des questions dans le tête, tu sais comment c'est quand tu fumes, tu te poses d'autres questions, tu as d'autres façons de penser. Ça coupe tout. Moi, ça coupe tous mes liens. Et le pire après, c'est que tu as faim, tu manges, tu vas te coucher, tu dors. Il n'y a rien de dangereux là. La réduction des méfaits n'est pas contradictoire avec l'abstinence, en autant que l'abstinence n'est pas obligatoire. Si c'est un choix librement exercé, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une obligation morale d'être abstinent, là, on commence à avoir des problèmes parce que les gens vont de toute façon ne pas être prêts. On ne peut pas sauver les gens contre leur gré. Donc, les gens vont se cacher, vont se piquer avec des seringues souillées, vont utiliser des produits frelatés, vont risquer des overdoses, vont se retrouver dans des circonstances extrêmement dangereuses comme les piqueries, où il y a toutes sortes d'autres phénomènes comme la violence, la prostitution. Donc, pour mettre ça au grand jour, on essaie plutôt de rejoindre les toxicomanes dans leur milieu et de leur offrir un cadre dans lequel ils peuvent eux-mêmes devenir plus conscients des risques des gestes qu'ils posent, tout simplement. Et peut-être devenir conscients aussi qu'ils ont un problème de dépendance. Et là, choisir une voie pour aller vers la libération de la substance. Et ça peut passer ça par un contrôle de sa consommation. Vraiment, ce qui est le plus dur, je trouve, c'est de convaincre les personnes auprès de qui je travaille, les personnes qui s'injectent, que c'est acceptable, que c'est génial, que c'est fantastique d'être juste capable de dire, ben écoute, aujourd'hui, je vais peut-être retarder ma première injection d'1 heure. Si habituellement je commence à m'injecter à 7 heures, on va ensemble travailler, puis on peut travailler ça des mois, OK? C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Mais on va être capable après ça de, la première injection, c'est à 8 heures. Après ça, c'est 9 heures. Donc, tu sais, pour la personne, ce que ça dit, c'est que c'est pas le produit qui décide pour elle. Elle est capable de décider quand elle prend le produit, puis comment elle va le faire. Puis on leur a toujours dit que le produit, tu sais, c'est quand tu les entends, les personnes toxicomanes, ils vont dire, je l'avais dans les poches, puis c'était plus fort que moi. Et quand tu travailles ça, ce que ça le montre, c'est, écoute, je suis capable, moi, de contrôler la relation produit. Je suis capable de gérer ça. Mais c'est sûr que si tu es quelqu'un qui intervient, puis en fait, ce que tu laisses voir à personne, c'est qu'il faut que tout ça disparaisse, puis qu'il n'y ait plus aucune consommation. Pour elle, c'est peut-être beaucoup trop exigeant. Trop exigeant. Elle va dire, écoute, je suis pas capable de répondre à ça. J'ai essayé une cure de désintox. Pas parce que je voulais, mais j'étais comme... C'était arrangé que j'allais voir un médecin qui était pour me parler de l'effet de la drogue sur ma santé. Mais là, je me suis trouvé en avant d'un directeur d'un centre de désintox privé. Moi, j'appelais ça le centre de désintox de petits bourgeois. C'était 5000 down, puis des extras, ça coûtait. Ça fait qu'ils te renfermaient dans des chambres, dans une tour de bureau, puis ils te donnaient leurs cours qu'ils ont appris dans leurs cours de toxicomanie qu'ils donnent à l'Université de Montréal. N'importe quel centre de désintox, quand tu rentres, ils vont te dire qu'ils ont un très haut succès. Mais la réalité, c'est que le taux de succès, si c'est 10 %, c'est beau. Et puis les 10
qui sont sortis en arrêtant de consommer, c'est parce qu'ils voulaient réellement arrêter. C'est toujours quelque chose qui m'a super dérangée. On dit des personnes toxicomanes, puis ça, je pense qu'on l'entend un peu partout, que c'est des gros mots, c'est des crosseurs, des manipulateurs, des menteurs. Mais on les oblige à nous mentir. Parce que les services qu'on met en place, dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils nous disent, écoute, moi, je vais arrêter de me geler, je suis plus capable. La personne, elle l'a appris, elle l'a intégré, elle sait ce qu'il faut qu'elle dise. Mais dans le fond, ce qu'elle ne dit pas, c'est que ça fait 3 jours qu'elle n'a pas dormi puis qu'elle n'a pas mangé. Puis que là, vraiment, ce qu'elle aurait besoin, là, c'est de se remplir la petite bédaine puis de se taper 24 heures de sommeil. C'est quelqu'un de chez vous, maison de Riadat, peu importe, puis elle va te dire ce que tu veux entendre. Puis au bout de 48 heures, elle s'en va. Puis là, tu vas dire, et je me suis fait avoir. C'est pas vrai, tes critères sont trop élevés. Puis elle sait très bien que ça dit la vérité, tu l'accepteras pas. T'es qu'elle va te dire ce que tu veux entendre. C'est un choix personnel que je fais aussi, si j'arrête ou si j'arrête pas. C'est la différence avec les centres de désintoxication. Je vois que tu rentres dans un centre de désintoxication, il est vrai que les gens ont des attentes envers toi. C'est mauvais d'avoir des attentes envers un toxicomane, parce que c'est le toxicomane qui choisit. Et puis c'est aussi une maladie, c'est aussi un problème qui peut... Un toxicomane, quand on parle de toxicomanie, on parle aussi de plusieurs années d'intoxication. Hein? Et puis c'est un cheminement qui est quand même assez long, la toxicomanie. Et puis si on le fait envers les autres, à cause des autres, on va pas toucher à l'intérieur, on va pas toucher au problème, au vrai problème. Le problème reste là. Ils cherchent à donner un sens à leur vie. Puis à quelque part, moi je les comprends un peu. Tu rouvres les journaux, tu te dis, ben, il n'y en a pas de sens à ça, tu sais. C'est comme, c'est difficile, c'est très difficile. Et je pense qu'on parle de prévention sida. Ce qui est clair, c'est que tu peux difficilement juste dire, ben ma responsabilité, c'est de rencontrer des personnes, admettons, qui s'injectent, puis de faire voir à quel point c'est important. Si on n'est pas prêt à aller faire une place dans la société, tu sais, pour qu'il y ait des sentiments qui ont une place, qui ont un rôle à jouer, qui consomment, qui ne consomment plus. C'est quoi la place? C'est quoi notre place dans la société d'aujourd'hui? Je pense que la personne qui s'injecte, elle se la pose la question, tu sais. Ça fait juste 6 mois que je consomme presque pas, tu sais. J'ai essayé, tu sais, où aller, je sais pas. Tu sais, du monde comme toi, qui ne consomme pas. Et moi, j'arrive, blabla, le monde commence à parler de n'importe quoi, puis ça m'intéresse pas. Voilà, je sais pas comment expliquer ça. T'es comme un peu perdu, t'es comme... Ouais, la mentalité de toxico, ça n'a aucun rapport avec la mentalité de citoyen, si tu veux. C'est ça la différence que je vois. Aucun rapport. Ça serait quoi les grandes différences que toi tu verrais? Le langage, premièrement le langage, la façon de voir la vie, tu sais. Pour moi, la vie, qu'est-ce qui compte le plus, c'est d'avoir une place à vivre. Ben, les occupations aussi, il faut que tu trouves des occupations. Quoi? Travailler, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Juste le fait d'être VIH, discrimination automatique, parce que souvent, des tests sanguins, comme moi, je suis un gars de bâtiment. J'ai fait beaucoup de bâtiments dans ma vie, puis, fait que j'arrive d'une place, aussitôt que si je suis VIH, bye. On les rend comme des irresponsables. On parle des toxicomanes comme des irresponsables ou encore comme des inutiles ou comme des parasites de la société. Ou, un toxicomane, il est une personne à part entière, d'après moi. Mais il vit des choses particulières qui lui sont propres et qui sont là et qui sont déjà là et il a un besoin de répondre à ça. Quand quelque chose est là, c'est là. La seule valeur qui me reste, c'est les contacts humains. Si j'arrête de me geler complètement, c'est tout ce qui me reste. Si jamais je retombe dedans, moi c'est un ou l'autre. Là, je suis vraiment dans un Y. C'est soit que j'arrête, si je continue sur le bal dans la tête. C'est vraiment un ou l'autre. Mais il y a aussi des limites. Celles de ceux qui sont en bout de parcours, dont les départs s'affirment de plus en plus, aux aspirations d'une fin de vie plus digne qu'au fond d'une ruelle. Limite aussi pour ceux qui amorcent une tentative d'autonomie sociale, avec des ailes brisées qui se déploient quand même, et enfin celle des intervenants, tous funambules autant qu'ils sont, sur un fil tendu d'extrêmes.
Bien, chez ma cousine Evelyne, c'est une maison d'hébergement pour il y a 3 critères d'admission pour nos résidents. Ces personnes-là doivent être itinérantes, doivent être toxicomanes actifs et doivent être aussi séropositifs. C'est les 3 critères d'admission et on travaille avec ces gens-là. Donc, c'est des hommes et des femmes de la rue qui nous arrivent à un moment donné avec un besoin d'hébergement. Des fois, c'est souvent dû à leurs états de santé ou souvent aussi, c'est leur contexte de vie. À un moment donné, ils ont le goût de changer des choses. Ils sont plus capables d'être dans la rue. Dans la réduction des méfaits, chez ma cousine Evelyne, c'est un endroit qui est considéré comme une zone de tolérance parce que la consommation est permise dans les chambres. Donc, notre approche, c'est qu'on prend la personne avec une approche globale. On la prend où elle est au moment de sa vie. Et à partir de là, on essaye avec elle de l'accompagner dans différentes démarches. Et elle est libre ou non d'accepter, d'embarquer dans des choses ou d'embarquer dans cette démarche-là. C'est volontaire. Ce que ça nous a permis de constater, c'est que l'approche traditionnelle en toxicomanie, c'était d'accueillir les gens quand ils étaient rendus à aller vers une désintoxication. La réalité du sida a changé un peu cette vision-là de la toxico. Et des gens qui faisaient usage de drogue se retrouvaient avec des problèmes de santé, une détérioration aussi de leur situation sociale qui faisait qu'il y avait besoin d'avoir accès à certains services et parce qu'ils étaient consommateurs de drogue, bien, ça posait des problèmes, puis le réseau public n'était pas prêt à les accueillir. Quand ça fait une dizaine d'années que tu travailles dans la rue, tu es confronté à tous les jours, tous les soirs, au manque de services pour les personnes qui font usage de drogue. Tu es plus souvent frustré que satisfaite de ce que tu fais. Donc, d'avoir la chance, je considère que c'est un privilège qu'on a personnellement, mais aussi pour l'équipe de travail, qu'on a de pouvoir mettre en place un service d'hébergement qu'on le sait, qui répond à un besoin. Quand ça lui donne la maison, la chose la plus importante, ça lui donne une stabilité. Et à partir de là, on va se fixer des objectifs qui sont réalistes et auxquels la personne va vouloir adhérer puis y participer. On part avec ça. Elle est libre, on est libre, on l'accompagne. Moi, c'est vraiment la vision que j'ai. Moi, je me vois comme un accompagnateur. Même au niveau de nos partenaires, de certains travailleurs sociaux d'hôpital, par exemple, c'était pas de l'acquis chez ma cousine Evelyne. Dans la tête des gens, autant des travailleurs que du public, il y a encore la drogue, c'est mauvais.